Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 35 consacré à Darktable avec une spéciale dédicace à Aurélien Jean-Pierre qui a eu la gentillesse de me prêter les supports qui serviront à ce tuto. Vous savez toutes et tous ce qu'est un rouge, un vert, un bleu ou bien encore un blanc et un noir, mais savez-vous seulement ce qu'est un vrai vert, un vrai rouge, un vrai bleu ou bien encore un vrai blanc ou un vrai noir? Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, eh bien je vous invite à suivre la suite de ce tuto. A tout de suite. Dans ce tuto numéro 35, nous allons parler colorimétrie, ou peut-être plus exactement, vraie colorimétrie. Disons-le tout de suite, je ne suis pas un aficionado des vraies couleurs. En revanche, celles-ci, leur précision est très importante. Très importante dans de multiples domaines, et en règle générale, pour une photographie au rendu fidèle. Personnellement, je fais de la photographie amateur pour moi, pour me faire plaisir et parfois la partager. Mais mes photos n'ont pas vraiment d'enjeu. En revanche, il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas se permettre d'avoir de fausses couleurs, de mauvais blancs ou de mauvais noirs. Les photographes professionnels ou semi-professionnels, voire amateurs avertis, le savent très bien. Il est très important d'avoir un bon rendu de couleurs ou en tout cas d'être capable de le maîtriser. Avoir des vraies couleurs, c'est avoir des vraies couleurs partout. Des vraies couleurs dans votre boîtier, mais aussi sur votre imprimante, sur votre écran, dans votre logiciel de retouche, dans votre scanner. La logique colorimétrique passe par un processus global, un processus intégral que vous devez de respecter. Si bien entendu vous avez une colorimétrie précise et parfaite partout sauf sur votre écran, eh bien vous aurez énormément de mal, convenez-en, à avoir un rendu fidèle de vos images et à savoir exactement ce que vous allez faire. Ce tuto n'a pas du tout la prétention de vous apprendre la colorimétrie, loin s'en faut. Nous allons voir quelques petites nuances, quelques petites notions, afin de pouvoir manipuler un module dont nous allons parler dans quelques instants. Mais d'abord, puisque nous parlons colorimétrie, la colorimétrie, qu'est-ce que c'est ? Pour illustrer mon propos, j'ai choisi cette photographie un peu vintage. On le voit au premier coup d'œil, côté colorimétrie, rien ne va plus. Rien n'est naturel, les blancs ne sont pas blancs, tout est baigné dans une sorte de vert complètement passé. Si vous regardez attentivement, vous verrez que la végétation est quasiment pourpre. Bref, cela n'est pas acceptable. Cette photographie est certes ancienne, mais vous pouvez obtenir le même résultat sur une photographie que vous auriez pris il y a 2 heures, une semaine ou 3 jours même. Ces filtres très populaires actuellement, notamment grâce au succès d'Instagram, filent un côté très vintage, voilà, faux photos, qui sont très sympas et dont personnellement je suis assez féru. Néanmoins, on peut très bien imaginer un tel résultat sur une photographie publicitaire. Essayez d'imaginer un photographe qui voudrait vous faire passer une photographie d'un menu avec un beau gâteau à la crème avec une cerise au-dessus. Que dirait le client à la vue d'une photo où la cerise serait verte et où la crème chantilly serait bleu ciel? Cela, bien entendu, ne peut pas être admis. Nous avons donc besoin d'avoir des vraies couleurs, et pour obtenir de vraies couleurs, pour que tout ceci ne soit plus qu'un vieux souvenir, un mauvais souvenir, vous avez besoin de sources de référence et d'outils de calibrage. Nous allons donc parler espace de couleurs et profil. A tout de suite. En introduction de ce tuto, je vous disais que pour obtenir de vraies couleurs, il fallait des couleurs de référence, c'est-à-dire une jauge, un étalon sur lequel nous pouvons appliquer notre calibrage. Je vous disais aussi que la colorimétrie juste, exacte, passe par une chaîne complexe, une chaîne globale, intégrale, de l'ensemble des acteurs, en quelque sorte, de votre chaîne de production. Tout ceci est assez compliqué, car ces acteurs peuvent être soit du matériel, et nombreux d'ailleurs, scanner, imprimante, écran, mais aussi votre œil. Il faut que la perception des couleurs de votre œil soit relativement bien portée par votre matériel, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion trop importante entre ce que vous percevez en termes de couleurs et ce que votre matériel vous rend. Et ensuite vient le problème de l'impression, qui elle ne répond pas aux mêmes normes, aux mêmes problématiques. Wikipédia, l'encyclopédie du libre, nous livre ici une définition d'un espace de couleurs, dont je vais vous lire les premières lignes.
Un espace de couleurs ou espace colorimétrique est une représentation des couleurs dans un système de synthèse des couleurs. Compte tenu de la trivariance de la vision humaine, ces nombres se présentent généralement sous la forme de triplets. Chaque couleur de lumière peut donc être caractérisée par un point dans un espace à 3 dimensions. Lors d'une impression, pour des raisons liées à la qualité des pigments, l'espace de couleur utilisé comporte alors généralement au moins 4 dimensions. On voit bien qu'entre déjà un espace colorimétrique de base et l'espace utilisé pour l'impression, il y a déjà des différences. On est obligé, dans cet espace d'impression, de renforcer les paramètres de manière à avoir un rendu plus juste, plus profond, plus fidèle aux vraies couleurs. Mais le problème ne s'arrête pas là. Il existe des espaces de couleurs, des espaces de référence. Certains sont plus à même de travailler sur un rendu matériel, tandis que d'autres sont concentrés plutôt sur la perception de la couleur, telle que l'œil la voit ou telle que l'œil la ressent. Il y a par exemple une grande différence entre un espace de couleur type RVB, rouge, vert, bleu, qui fonctionne par synthèse additive, et un espace lab. Voici la représentation graphique de ce que donne l'espace RVB. Nous avons donc 3 couleurs primaires, le rouge, le vert, le bleu, qui lorsqu'ils se superposent, viennent selon leur intensité, générer des couleurs transverses, des couleurs dégradées. Ainsi nous obtenons par exemple ici un cyan ou un magenta. Cet espace colorimétrique est énormément utilisé pour le calibrage des écrans ou de certaines images dans certains logiciels ou certains formats de photos. Mais cet espace est relativement pauvre. Il n'est pas aussi riche que ne le serait par exemple l'espace lab qui va restituer plus de couleurs. Voici par exemple la représentation d'un espace lab. Ici, une courbe de luminance, nous sommes, je vous le rappelle, en 3 dimensions. Une courbe A qui va du vert vers le rouge, et une courbe B qui va du bleu vers le jaune. Ainsi, selon l'endroit où vous vous trouvez dans cette espèce de sphère, comment dirais-je, de sphère projetée mentale, eh bien vous obtenez une couleur qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus précise que ne vous le donnerait l'espace RVB. Si vous utilisez tel ou tel espace, il faut encore que votre écran vous restitue de vraies couleurs, et il faut ensuite que votre écran, que votre logiciel ou que votre boîtier se parlent et se comprennent au travers d'un espace de référence. Tout ceci est assez complexe. Je vous invite donc vivement à venir consulter Wikipédia, mais aussi tous les articles traitant de la colorimétrie. Vous en cernerez bien plus facilement les contours et vous vous en ferez une idée plus précise. Celle-ci vous aidera à mieux appréhender les modules dont nous parlerons tout à l'heure. Il existait donc, je vous le disais, des espaces de référence, comme par exemple les espaces Lab dont je vous parlais, mais aussi des espaces de travail comme sRGB ou Adobe RGB. Ces petits profils, vous les retrouvez par exemple dans votre boîtier, vous les retrouvez dans vos logiciels. Il faut bien entendu que ceci soit synchronisé, cohérent entre eux, de manière à ce que tous les organes de votre chaîne de production se parlent et se comprennent. Le module dont nous allons parler ce soir est un module qui va vous aider à créer des presets pour de vraies couleurs. De vraies ou de fausses couleurs, mais en tout cas des couleurs dont vous aurez déterminé la maîtrise. Comment faire pour passer d'une jauge d'un étalon précis à de vraies couleurs dans Darktable? Eh bien, nous allons parler mire. A tout de suite. Voici à quoi ressemble une mire, ou plus exactement une charte. Ces chartes peuvent contenir soit des couleurs, soit du blanc, soit du noir, soit du gris, soit tout. Ces chartes sont généralement des supports physiques sur lesquels on a imprimé avec beaucoup de soin, en respectant bien entendu à 100% la chaîne de production photographique, enfin colorimétrique, pardonnez-moi, de manière à rendre à l'utilisateur un étalon, une jauge, avec des couleurs, des noirs, des blancs et des gris justes. Grâce à ces outils, il va pouvoir, cet utilisateur, comparer ceux de sa charte avec ceux de ses hardware, de ses logiciels, afin de pouvoir calibrer toute sa chaîne de production. Comme vous pouvez le constater, il en existe de nombreux. Certains sont orientés couleur RVB sommaire pour par exemple des graphistes qui veulent juste comparer, étalonner leur logiciel pour des dessins ou des infographies justes, et d'autres spécialisés pour la photographie, pour le maquillage, pour plein d'autres choses, avec des déclinaisons sur par exemple les teintes de peau, sur les noirs et blancs, sur les couleurs, etc., etc., etc. Il en existe de nombreuses. Voici celle que nous allons choisir pour ce tuto.
Je ne citerai pas bien entendu la marque de cette mire, mais vous pourrez très facilement la retrouver. Cette petite charte se manifeste sous la forme d'un livret en plastique qui s'ouvre en deux parties, au cœur duquel nous retrouvons 48 cases. En intitulé de colonnes des lettres, en intitulé de lignes des chiffres, et bien entendu, au point de coordonnées des lignes et des chiffres, une référence. Si je prends par exemple celle-ci, la première, j'aurai donc colonne A, ligne 1, A1, le 1A se retrouve ici, et il me suffit de me rabattre sur le petit manuel qui est livré avec, petit manuel qui va me donner les correspondances justes des couleurs dans l'espace lab, dans le sRGB, pardonnez-moi, ou bien encore dans le Adobe RGB. Vous l'aurez compris, il va falloir faire coïncider ces valeurs, les valeurs de cette couleur, avec celles présentes dans votre logiciel. Pour ce faire, dans Darktable, nous avons depuis la dernière version un nouveau module qui fait très bien tout cela. C'est le module table de correspondance des couleurs que je vous propose de découvrir tout de suite. J'ai placé dans mon tiroir des favoris quelques modules qui vous seront très utiles une fois que vous serez documenté sur ces histoires de colorimétrie. Vous pouvez dans Darktable gérer votre profil de couleur de sortie en sélectionnant dans le menu déroulant celui qui vous intéresse. Ces modules sont très faciles à manipuler, ils se passent de commentaires bien entendu. Vous pouvez gérer aussi votre profil de couleur d'entrée de la même manière, avec une petite particularité tout de même, c'est que vous pouvez gérer votre truncateur du gamut. Alors je ne suis pas expert en la matière, mais il me semble bien que c'est un phénomène qui consiste en une déviation ou un désordre des couleurs lorsqu'on passe d'un profil à un autre. Donc vous avez la possibilité d'agir là-dessus. Et enfin, la correction du profil d'entrée pourra être gérée plus finement grâce à l'action sur deux curseurs que sont le linéaire et le gamma. Donc vous voyez que Darktable ne vous laisse pas de reste avec la gestion des profils colorimétriques. J'ai rajouté à cela bien entendu la balance des blancs qui est essentielle. Il va de soi que aucune correction de couleur ne serait logique tant qu'on ne passerait pas à la moulinette de la balance des blancs d'abord nos photographies de manière à avoir des blancs, des gris et des noirs justes. Cet outil est indispensable. Je ne sais pas si je ne me souviens plus si on en a vraiment parlé en profondeur, mais si ce n'est pas le cas, à ce moment-là je reviendrai sur la balance des blancs plus particulièrement. Et nous avons notre petit module table de correspondance des couleurs que nous allons manipuler immédiatement en créant des patchs. A tout de suite. En déroulant mon module table de correspondance des couleurs, instantanément, je vois toute une succession de patchs colorés, très jolis à l'œil, soit dit en passant. Juste en dessous, une ligne avec un numéro de patch, puis 4 curseurs. Curseur de clarté, vert rouge, jaune bleu, enfin bleu jaune, pardon, et saturation. Arrêtons-nous sur les 3 premiers. Ils correspondent peu ou prou aux curseurs que l'on trouverait dans un espace lab. Curseur de luminosité, ou en tout cas de clarté, le vert vers le rouge, le bleu vers le jaune. C'est sur ces 3 curseurs que nous allons agir pour aller venir chercher nos valeurs dans l'espace lab. Et comme toute logique le prouve, dans un module de table de correspondance des couleurs, il est logique de retrouver un curseur de saturation qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de gérer la saturation en la dopant ou en la diminuant. Si je me place sur la ligne de patch et que je fais un bouton droit, je me retrouve directement avec la liste dans laquelle je vais pouvoir choisir mon patch. Si par exemple je prends le patch numéro 15, bouton gauche, je sélectionne et je vois un carré blanc au milieu de mon patch. Ce carré blanc m'indique que ce patch a été sélectionné. À ne pas confondre avec un liseré blanc tout autour du patch qui vous indiquera cette fois-ci que le patch, lui, a été modifié. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Nous allons donc, à partir de notre étalon, de notre échantillon, de notre charte de couleurs, faire correspondre celle que nous avons photographiée à cette table de correspondance des couleurs, de manière à créer une cohérence entre ce que vous avez pris en photo et sur ce que Darktable va interpréter. Je ne vais pas vous rejouer ici le tuto numéro 29. Je suis allé donc dans mon module pipette à gauche de mon écran. J'ai sélectionné zone, moyenne, lab, car c'est sur cet espace que nous allons travailler. Puis ensuite, pour les échantillons en temps réel, j'ai choisi moyenne et lab. J'ai ajouté donc ce petit patch qui correspond au G1 dans ma charte de couleurs. Je n'ai pas, comme ici, verrouillé mon échantillon. Je le déverrouille car je veux, à chaque fois que je modifie quoi que ce soit, que ces valeurs bougent en temps réel de manière à ce qu'elles m'indiquent quelle modification j'ai fait à l'aide de mes curseurs. Je vais donc sélectionner la pipette de mon module table de correspondance des couleurs. Je vais sélectionner le G1 et vous voyez qu'instantanément, le module table de correspondance des couleurs a trouvé que c'est celui-ci qui était le plus proche de celui sélectionné.
Mais vous pourrez, et nous allons le voir dans un instant, affecter ce G1 à n'importe quelle autre case de ce module table de correspondance des couleurs. C'est juste un automatisme qui vous aide à mieux classer vos couleurs. Je vais donc commencer à bouger mon curseur et essayer de retrouver ces valeurs. Mais d'abord, je vais les vérifier sur mon petit mode d'emploi. Mon 1G a 60,94, 38,21 et 61,31. Je vous le dis, tomber pile poil sur les bonnes valeurs est quasiment impossible. Parce qu'en plus, dans notre pipette, nous avons sélectionné une moyenne. Nous ne sommes pas aussi scolaires que cela. Mais nous allons tâcher de nous approcher au plus proche. Sachez que vous avez quelques dixièmes de différence. Cela ne va pas bouleverser outre mesure votre table de correspondance des couleurs. Allez, je vais retenir en tête 61, 38, 61. Et je vais commencer à essayer d'obtenir un résultat le plus proche possible dans l'espace lab. Je vais bouger mon curseur, 61. Je vais rajouter hop, un petit peu, donc peut-être diminuer un petit peu mes verres rouges. 61, non, ça ne va pas. Hop. Je suis allé, hop, on va remettre à 0 en double-cliquant sur ma valeur. Là, je m'approche. J'ai 61 à la fin, il me manque mon 38 au milieu que je vais essayer d'aller récupérer. 38. Là, j'ai 61 210, 38 069, 61 656. Pas mal. Je vais essayer d'affiner tout cela. Hop. Je suis peut-être encore un poil fort. Allez, revérifions. 60,94, j'ai 60 351, j'ai 38 21, j'ai 37 806 et j'ai 61 31 et 61 749. Bon, allez. Pour l'exemple de ce tuto, cela suffira largement. Je considère donc que mon réglage est correct. En cliquant sur un autre patch, n'importe lequel, hop, je vois que mon petit carré blanc de sélection s'est déplacé. En revanche, on voit bien apparaître tout autour de mon patch un petit liseré blanc qui nous indique que celui-ci a bien été modifié. Si d'ailleurs je me replace dessus, je vois qu'il a gardé en mémoire le mouvement de mes curseurs. Ici, je n'ai pas de liseré blanc parce que je ne m'y suis pas encore attaqué et j'ai mes curseurs à 0. Je vais donc reproduire l'opération sur chacun des patchs qui m'intéressent. Je ne suis pas obligé de le faire sur tous. Je peux me faire par exemple des chartes de gris, des chartes de ton clair, des chartes de couleurs primaires, enfin bref, toutes les chartes qui m'intéressent, enfin des tables de correspondance des couleurs, que je vais enregistrer dans un nouveau pré-réglage. Mais avant, quelques petites choses à savoir. Si je veux réinitialiser un patch, il me suffit de faire un double-clic gauche dessus. Tant pis pour lui, ce sera le seul que nous aurons réglé. Je vais réinitialiser mon patch orange. Regardez, ici, j'ai mon liseré tout autour qui m'indique qu'il a été modifié. Mes curseurs sont pas été modifiés. Je fais un double-clic gauche, clic, et celui-ci est revenu à 0. Je le sais car mes curseurs sont au milieu et je n'ai plus mon liseré tout autour. Vous voyez, il a disparu. Double-clic gauche, je remets à 0. Si je veux supprimer un patch, je me place dessus et je fais un bouton droit dessus. Regardez, hop, le patch a disparu. Je peux aussi, si je le veux, échantillonner depuis mon image une couleur et l'affecter à un patch. Je viens sélectionner à l'aide de ma pipette la couleur qui m'intéresse, par exemple ce vert. Vous voyez que Darktable, dans son module, l'a automatiquement affecté à cette case-là, mais je vais la mettre à la place de ce bleu qui ne me plaît pas. Pour ce faire, je vais appuyer sur la touche Shift, puis clic gauche, et hop, j'ai remplacé ma couleur. Très pratique lorsque vous êtes sur le traitement d'un portrait qui a des tons chers qui vous intéressent. Si vous voulez saisir toutes les nuances du ton cher, eh bien vous pouvez créer toutes vos déclinaisons à partir d'un échantillonnage sur l'image. Je rappelle, lorsque j'ai sélectionné mon patch puis modifié mon patch, celui-ci s'entoure d'un liseré blanc. Celui-ci vous indique donc qu'il a été modifié. Lorsque je vois un grand carré blanc, celui-ci vous indique que le patch est sélectionné. Si je veux réinitialiser un patch, un double-clic gauche sur le patch et celui-ci revient à sa position initiale. Un clic droit sur un patch le supprime, tandis qu'avec la pipette, en sélectionnant une couleur et en allant sur la case qui vous intéresse, faire un Shift, clic gauche sur la case, je viens remplacer la couleur du patch. Vous voyez, c'est un module très facile à manipuler et qui va vous permettre de créer autant de chartes de couleurs, autant de tables de correspondance qu'il vous intéressera. Lorsque tout votre boulot fastidieux de réglage d'étalonnage aura été
terminé, vous cliquez sur pré-réglage, vous cliquez sur nouveau pré-réglage, et comme nous en avons parlé des tas de fois dans ces tutos sur Darktable, vous allez pouvoir le nommer et appliquer automatiquement ces pré-réglages aux images correspondantes, etc., etc., etc. Si je ne rentre pas dans le détail de tout cela, c'est parce que de tout cela, nous allons en reparler dans le tuto numéro 36, car dans le tuto numéro 36, nous avons parlé courbe de base, courbe automatique, preset automatique, bref, nous allons doper notre productivité et surtout filer un coup de main sérieux à toutes celles et ceux dont le boîtier n'est pas reconnu par Darktable. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. Et il me semble bien maintenant qu'un petit pouce bleu apporte beaucoup plus au référencement. C'est en tout cas ce que dit YouTube. Allez, à bientôt, salut, bye bye.